et bienvenue dans Cult Fiction, le podcast des explorateurs du cinéma signé Télé Loisirs. Grand classique oublié, série B décomplexée, plaisir coupable, film passé totalement inaperçu, Cult Fiction est là pour vous faire découvrir tous les vendredis ces merveilles merveilleuses dénichées sur les plateformes SVOD telles que Canal+, Netflix, Amazon Prime ou OCS. Mon acolyte, le voici, le regard aussi innocent qu'une écolière ingénue perdue dans un pensionnat et cachant ses penchants sadomasochistes. Marc Arlin, salut Marc. Amen, salut Yann. Aujourd'hui dans Cult Fiction, La Résidence, film d'horreur gothique sorti au cinéma le 9 août 1972 et disponible actuellement sur Canal+. Monsieur Bernard, je suis Madame Fourcault. Vous êtes les bienvenus ici. Que puis-je faire pour vous? Enchanté de faire votre connaissance. J'aimerais inscrire Mademoiselle Gravin dans votre établissement. Êtes-vous un de ses parents? Non. Non, je suis un ami de sa mère. Elle serait très heureuse de la savoir entre vos mains. Un de mes très bons amis nous a chaudement recommandé votre collège. Je pense qu'il a eu raison. Alors Marc, La Résidence, ça raconte quoi? Alors, nous sommes à la fin du 19e siècle dans le sud de la France. La jeune Thérèse est emmenée par son beau-père dans un pensionnat de jeunes filles, menée de main de fer par Madame Fourcault, la glaçante directrice. Madame Fourcault a un fils, adolescent, asthmatique, qu'elle surprotège, à qui elle interdit de voir les filles du pensionnat. Mais très vite, d'étranges et terrifiants événements vont se dérouler. Est-ce que vous jouez du piano, mademoiselle? J'ai pris quelques leçons il y a 3 ans, mais j'ai été obligée de m'arrêter. Mais je pense que vous vous rappelez votre solfège. Oui, je crois que oui. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Marc, ce film espagnol appartient à un genre qui a explosé sous la dictature de Franco, le cinéma horrifique. Oui, alors à la fin des années 60 et au début des années 70, plusieurs réalisateurs vont effectivement utiliser le cinéma de genre pour parler de la dictature franquiste, pour parler de l'Espagne. Alors il y en a plusieurs, on peut parler peut-être de Eloy de la Iglesia, qui a réalisé en 72 un film intitulé La Semana del Asesino, un thriller qui abordait la question de l'homosexualité, donc un sujet éminemment tabou en Espagne à l'époque. On peut citer aussi La Cloche de l'Enfer de Claudio Guerin. Il faut expliquer en fait que la censure franquiste était assez permissive en termes de violence et en termes de sang. Et donc les jeunes cinéastes n'ont pas hésité à s'engouffrer dans cette brèche pour évoquer la religion, la société et évidemment la politique. Je vais aussi parler d'un autre film assez culte qui s'appelle L'Esprit de la Ruche, 1973, de Victor Erice, dont Guillermo del Toro s'est inspiré pour faire Le Labyrinthe de Pan. C'est à peu près la même histoire. C'est une gamine pendant la guerre en Espagne qui se réfugie dans un monde imaginaire. Mais il y a aussi plein de cinéastes qui ont fait du gros cinéma d'exploitation bien taré. Et je voudrais citer, pour terminer, Armando de Osorio, qui a fait une tétralogie de morts-vivants templiers. Donc c'est la chevauchée des morts-vivants, le monde des morts-vivants, le retour des morts-vivants et la révolte des morts-vivants. Les morts-vivants font du ski, enfin bon, tout ça. Et donc il y a vraiment voir celui-là, les morts-vivants font du ski. il y a toute une scène espagnole et sans oublier le pape aussi, le taré Jess Franco. Ouais. On a parlé de Jean Rollin dans un épisode précédent. Jess Franco, le mec qui a fait 200 films, lui a commencé dans les années 50. La machine à faire des films d'horreur, ce qui était aussi espagnol. Mais ce qui tranche avec Serrador, je trouve, dans tous ces films d'horreur, c'est vraiment sa volonté de pervertir le genre pour en faire un vrai pamphlet politique masqué. Oui, alors le pensionnat dans le film, évidemment, c'est un symbole de l'Espagne sous Franco, donc corseté, brimé, censuré. Et puis il y a la présence de l'église partout dans le film, hein. Il y a une scène par exemple de douche où les jeunes filles prennent des douches habillées d'une tunique blanche, qui du coup est très utile pour contourner la censure puisqu'on voit rien. Mais on voit tout en même temps. Mais en même temps, on devine tout. Ça suggère la pudibonderie extrême de l'Espagne franquiste. Ouais, et toute l'hypocrisie et la perversion sexuelle qui va avec, en fait. Et en plus, c'est un grand film de femmes, parce que les grandes victimes dans ce film, évidemment, ce sont les femmes. Mais ce qui est effectivement très fort, c'est que c'est ça, on est dans une Espagne, une petite Espagne, mais avec vraiment Serrador dénonce toute l'hypocrisie et toute la perversion, parce que c'est vraiment les frustrations, elles sont partout, tout le temps. La directrice avec son élève, la directrice avec son fils, qui a une relation vraiment hyper ambiguë. Voilà. À la limite de l'inceste. Ouais, c'est juste que c'est pas montré, qu'ils peuvent pas. Le fils aussi, qui est vraiment voyeur, frustré, et les élèves entre elles. C'est vraiment... Beaucoup de cruauté. Hein, ouais, il y a de la torture mentale, physique et sexuelle permanente dans ce film. C'est vraiment... et ce qui est vraiment paradoxal, c'est que alors que c'est un grand pamphlet politique, parce que tu sens vraiment à chaque fois qu'il dénonce l'Espagne. Tu penses aussi à vraiment des sous-genres tarés qui sont arrivés à cette époque-là, qui sont les WIP, les Women in Prison movies, qui sont vraiment... Les films de femmes en prison. Des femmes en prison, donc c'est vraiment tous les prétextes pour les montrer nues et en train de faire des bisous entre elles, tu vois. Et aussi, alors, la non-exploitation,
les films de nonnes enfermées dans des couvents et torturées. Enfin bon, Ça, je sais que ça te plaît, Yann. Ouais, avec des films japonais et tout, complètement tarés. Ce qui est vraiment très fort dans ce film, c'est ça, c'est qu'il joue, il dénonce vraiment toute la folie de la répression, effectivement, ordre moral et militaire de l'Espagne. Est-ce que ta mère s'était renseignée à propos de ce collège? Merci. Oui, je crois. Tu crois que tes parents te laisseront partir si tu te plais pas ici? Oui, sûrement. Alors tu risques pas de rester longtemps. Il y en a déjà 3 qui sont enfuis. Thérèse, mademoiselle Després ne va pas tarder à revenir. Déshabille-toi vite. Écoute pas ce qu'elles disent, ces deux-là. Tu verras, on n'est pas si mal ici. Alors, avec son style gothique vraiment hyper prégnant dans ce film, on sent vraiment, moi, je sens vraiment l'influence des cinéastes comme Mario Bava, par exemple, qui faisait vraiment des grands films gothiques esthétisants à cette époque-là. Oui, alors Mario Bava, dans les années 60, donc, qui a posé les bases du giallo et dont on a déjà parlé, notamment pour l'épisode de Cult Fiction consacré au Frisson de l'angoisse de Dario Argento. Mario Bava, effectivement, avait réalisé plusieurs films qui peuvent se rapprocher de La Résidence. Et puis aussi, comme tu disais, il y a un héritage du roman gothique anglais, parce que Serrador, dans le film, utilise vraiment le pensionnat comme une demeure écrasante, effrayante, avec des recoins, on ne sait pas trop ce qui se passe. Vachement, c'est Edgar Allan Poe, voire même tu peux aller jusqu'à Marie Shelley si t'es un peu taré. Et d'ailleurs, le film est une adaptation d'un conte d'un certain Juan Tebar. Voilà. D'accord. Pour la petite histoire. Merci pour cette info. Voilà. Et moi, je pense aussi un peu à la paranoïa sexuelle des films d'Alfred Hitchcock, tu vois, les trucs un peu sourds. À cette époque-là, c'était vraiment l'explosion de la Hammer, avec les grands films gothiques, avec des toiles d'araignée partout. Et les films de Roger Corman aussi, les adaptations d'Edgar Allan Poe de cette époque-là. Peut-être citer quelques titres de la Hammer, enfin, les films sur Frankenstein. Les trucs de Dracula. Dracula chez les nudistes, enfin, je sais pas. Sachez que Yann est en train d'inventer des films. C'était pas vraiment Dracula chez les nudistes. Et aussi, après, a posteriori, il y a un autre film auquel on pense beaucoup en voyant La Résidence, c'est Suspiria de Dario Argento. De Dario Argento, effectivement, parce qu'il y a une scène sous la pluie, enfin un plan, en fait c'est un plan. Sous la pluie, on croirait que c'est sorti de Suspiria, mais direct. Et puis il y a une scène de meurtre dans une serre qui est vraiment incroyablement chorégraphiée, mise en scène et c'est du pur Argento. Ouais, c'est ça. En fait, ce film, c'est la rencontre du giallo italien, dans les prémices du giallo italien, et le grand cinéma gothique, qui préfigure aussi vraiment les envolées esthétisantes et expérimentales du cinéma, du giallo expérimental des années 70. C'est vraiment un immense film. De ce point de vue-là, formellement et thématiquement, c'est un truc vraiment impressionnant. Au niveau du scénario aussi, ce qui est intéressant, c'est que le film change de point de vue au fur et à mesure, et il y a vraiment des surprises. Il y a vraiment, on va rien révéler de la fin, mais la fin est quand même assez traumatisante. Ouais, et c'est un whodunit en fait, effectivement. Ça, c'est comme un Cluedo aussi, c'est hyper ludique quelque part. Donc c'est un film qui joue sur plein de codes différents, et donc réalisé par Narciso Ibáñez Serrador, qui n'a réalisé que 2 films. Mais ce monsieur était surtout connu pour ses œuvres à la télé. Tout à fait, il a créé 2 émissions de télévision hyper populaires en Espagne. D'abord un jeu qui s'appelle Un, dos, tres, responde otra vez, qui est un espèce de question pour un champion local, on va dire. Très très populaire dans les années 70. Et puis une série d'horreur qui se rapproche plus de ce qu'il a fait ensuite au cinéma, qui s'appelle Historias para no dormir. C'est une époque en fait où le cinéma d'épouvante ne passait évidemment pas à la télé. Et donc, cette série, elle a été l'occasion, peut-être, je pense, pour pas mal de jeunes cinéastes espagnols de découvrir l'horreur sur le petit écran. D'autant plus qu'il présentait lui-même cette émission à la manière d'Alfred Hitchcock. C'est comme ça que ce Narciso Ibáñez Serrador est devenu quelque part l'icône de toute la jeune génération. C'est parce qu'ils l'ont connu, ils l'ont découvert à la télé. Et d'ailleurs, Historias para no dormir, il en a fait une 2e version dans les années 2000. C'est son dernier téléfilm qu'il a réalisé, c'est La Faute en 2006. Et dans cette dernière mouture, il a appelé des réalisateurs espagnols qui avaient déjà la cote à cette époque-là, comme Alex de la Iglesia, Jaume Balaguerro, Marco Plaza et Matteo Gil, qui ont tourné des téléfilms d'horreur pour lui, produits par Serrador à cette époque-là. Aussi, on peut aller jusqu'à le grand symbole de renouveau espagnol, c'est Alejandro Amenábar. Alejandro. Tu vas me travailler un peu cet accent espagnol. Alejandro Amenábar, je suis pas bon en accent ni anglais ni espagnol, c'est souvent des catastrophes. D'ailleurs, on peut penser les autres qui se passent dans un manoir, tu penses vachement. Les autres avec Nicole Kidman, effectivement. Oui, Alejandro Amenábar, qui ensuite a évolué vers un cinéma plus classique, mais qui au début de sa carrière a réalisé des films fantastiques, T6 et Ouvre les yeux. Ouais, mais c'est lui qui a relancé, en fait, c'est vraiment lui qui a lancé la nouvelle scène espagnole. Et après, on peut parler aussi de Juan Antonio Bayona, qui lui fait une carrière aux États-Unis. Il a fait Jurassic World 2. Ouais. Et l'Orphelinat, et voire même Guillermo del Toro. C'est vraiment, quelque part, c'est un réalisateur vraiment hyper important. Donc, en France, on n'a pas conscience de l'importance de ce mec en Espagne. Et c'est ça, et puis il y a vraiment cette ambivalence, comme on disait, de créateur d'émissions de télévision d'un côté et de cinéaste de genre de l'autre, même s'il n'a réalisé que 2 films. C'est un cocktail assez intéressant, en fait. On n'a pas vraiment d'équivalent en France. Oui, c'est ça. On en parlait dans un épisode précédent du manque de formalistes de cinéma de genre perverti en France dans les années 70. En Espagne, on avait ce mec-là.
qui a, lui, vraiment influencé toute une génération. Et encore une fois, j'espère vraiment qu'un jour, on puisse parler des Révoltés de l'an 2000, qui est un film fantastique et terrifiant, vraiment, un truc absolument dingo, quoi. C'est un ordre. J'ai dit enlever vos vêtements. Eh bien, je vous laisse la joie de le faire vous-même. Comme vous voudrez. Mademoiselle. Non, lâchez-moi. Non, ne me touchez pas, vous entendez? Non, lâchez-moi. Non. Et sinon, pour terminer, tu veux nous parler un petit peu du casting du film ? Oui, alors au casting, la terrible Madame Fourcault est incarnée par Lily Palmer, qui est une grande actrice allemande, qui a une carrière assez étrange. Elle s'est exilée à Hollywood dans les années 30 pour fuir le nazisme. Elle a joué avec Gary Cooper. Elle a été mariée avec Rex Harrison, acteur hollywoodien classique. Elle retourne en Europe dans les années 50. Elle a notamment joué face à Romy Schneider dans un film qui va te plaire, qui s'appelle Jeune fille en uniforme. C'est pas pervers du tout, hein, ça doit être très classique, non ? Oui, c'était juste pour te faire réagir. Elle a joué en France aussi avec Gérard Philippe. Et puis, effectivement, elle a fini sa carrière dans des films d'exploitation, des films de genre des années 70 et 80. Donc, c'est une carrière assez étrange, ouais. Oui, et tu as aussi quelques actrices qui font les jeunes pensionnaires qu'on retrouve dans les films dont on parlait tout à l'heure, genre dans Le Massacre des morts vivants et dans La mariée sanglante. On retrouve un peu les jeunes filles qui jouaient dans ce film. Et le rôle de son fils, le fils de Madame Fourcault, est joué par un acteur britannique, John Mulder Brown, qui était un enfant star en fait à l'époque. Et il va s'illustrer 2 ans plus tard avec Deep End, un film que je trouve magnifique d'un réalisateur polonais dont je ne vais pas citer le nom. Jiří Klimowski. Voilà. Excusez-moi pour cette prononciation, de ne pas prononcer ce réalisateur. Je suis pas à l'aise je suis plus fort en espagnol qu'en polonais. Mais donc Deep End, c'est vraiment un film magnifique. Un film culte d'ailleurs qui est ressorti il y a quelques années. Et il va avoir ensuite une carrière dans les années 70 et 80 et puis on va perdre sa trace en fait au fur et à mesure. Ouais, comme un peu souvent les castings de ces époques-là, des acteurs un peu anglo-américains, enfin américains, espagnols, allemands qui se perdaient dans les séries B, séries Z et ça descendait de plus en plus et après les pauvres ils disparaissaient dans les tréfonds du cinéma mondial. Pour résumer tout ce qu'on vient de dire avec un talent proprement oppressant, je dois dire, La Résidence, c'est un conte horrifique et gothique angoissant, un pamphlet politique sulfureux, un film matriciel à l'origine du cinéma horrifique contemporain. Vous m'avez obligé à faire cela. Vous êtes intelligente et vous devez comprendre que je ne dois laisser personne se permettre de me défier. Même pas vous. Essayez de m'aider. Voilà, il est temps pour nous de reprendre notre quête, telle des chevaliers des temps modernes à la recherche du Graal cinématographique. En espérant vous avoir convaincu de découvrir La Résidence disponible sur Canal+. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un film complètement différent. Salut Marc. Salut Yann, salut tout le monde. Et bonjour chez vous. Vous pouvez retrouver Cult Fiction sur YouTube et sur les plateformes Deezer, Spotify, Pipa, Podcast Addict et Apple.